Donc, en fait, je vais vous, dans cette première présentation de la journée, l'idée, c'est de faire un petit point sur qu'est-ce que ça veut dire, c'est quoi ce mot, en fait, savoir expérientiel, de quoi il est question, et puis où on en est aujourd'hui en France, en santé mentale, sur les avancées. À quoi ça sert finalement de dire que c'est intéressant de travailler à partir des savoirs expérientiels et, voilà, et comment on peut envisager le futur. Donc, c'est parti. Alors, pour être souvent, en fait, pour essayer de trouver de quoi on parle dans les significations, et pour faire ça peut être intéressant, et pour faire son intéressante aussi, on va voir les Grecs. Qu'est-ce que les Grecs ont dit et tout. Alors là, c'est notre cher Socrate. Et en fait, si on regarde la phrase la plus connue, une des phrases les plus connues de Socrate, c'est je sais que je ne sais rien. Alors, on est bien avancé, on peut partir, donc on ne sait rien. Donc, ça va être assez compliqué d'aller pouvoir définir c'est quoi cette notion de savoir expérientiel. Alors, ce que je vous propose, c'est de regarder déjà du côté des savoirs. Alors, je vais vous en parler un tout petit peu. L'idée, c'était de regarder sur la différence entre savoir et connaissance, un peu pour situer les choses. Et en fait, ce que l'on sait aujourd'hui, si on regarde du côté des sciences humaines, des sciences sociales, c'est que le savoir, en fait, c'est plutôt du côté universel. Toutes ces grandes notions, quasiment ce qu'on trouve dans l'encyclopédie. Et en fait, c'est des notions qui sont prouvées et qu'on peut se transmettre de l'un à l'autre. Et puis de l'autre côté, on a les connaissances, qu'on appelle les connaissances. Ah, mais ça, je le connais. Oui, voilà. Ah oui, j'en ai la connaissance, etc. Et en fait, la connaissance, c'est davantage du côté de la singularité, de la personne, du sujet. Et il se trouve que les sciences sociales et l'histoire des sciences dit que on peut un peu moins transmettre cette notion de connaissance. Alors là, on a encore une petite interrogation parce que c'est bizarre de parler d'un savoir qui serait universel à quelque chose de singulier comme l'expérience expérientielle. Peut-être il aurait fallu parler de connaissance expérientielle. Donc là, on a un premier paradoxe apparent qui est tout à fait intéressant sur notre définition. La deuxième définition, c'est le fait qu'il n'y a pas aujourd'hui en santé, et dans le dictionnaire, d'abord pas en santé, dans le dictionnaire, si vous allez chercher l'adjectif expérientiel, vous n'allez pas le trouver, il n'existe pas. Alors c'est embêtant parce qu'on est en train de parler de quelque chose qui n'existe pas. Donc, ah voilà. Donc, encore une fois, on a une petite ambiguïté par rapport à ce... Je ne sais absolument pas où c'est, donc c'est pas ça. Il ne faut pas regarder ça. Écoutez-moi. Donc, on a encore une autre ambiguïté. Le terme expérientiel, savoir expérientiel n'existe pas. L'autre chose en santé, il y a eu une revue de littérature qui a été faite en 2017, très récemment, pour savoir un peu de quoi on parlait. Et... en fait, on se rend compte qu'il y a plein de termes qui ressemblent à ce terme savoir expérientiel. Il y a savoir patientique, c'est pas très joli ça, mais expert d'expérience. C'était Vilma Beving qui devait venir ici ce matin. Elle est experte d'expérience, les savoirs tirés de l'expérience du vécu, etc. Donc les savoirs profanes. Il y a des tas de termes qu'on utilise et on voit bien qu'il n'y a pas de définition stabilisée. C'est embêtant parce que si on n'est pas stabilisé, on ne sait pas trop ce qu'on a chacun dans notre terme. On a déjà des difficultés à nommer les choses pour soi. Et alors pour communiquer, si ce n'est pas stabilisé, ça va être aussi compliqué de communiquer avec d'autres personnes. Donc on voit je sais que je ne sais rien. Un oxymore, un paradoxe apparent en disant on devrait plutôt parler de connaissance expérientielle que de savoir expérientiel. Il n'y a pas de définition à expérientiel. Et puis, il n'y a pas de définition stabilisée en santé. Ça fait beaucoup de choses, en fait, pour cette expression-là, qui fait que c'est un peu troublant et on est toujours en train d'essayer de définir et d'essayer de poser des repères pour pouvoir communiquer et être sûr de quoi on parle. Si on parle de l'expérience
L'expérience, il y a trois domaines. En fait, ça va être... l'expérience, on peut aller vers 3 directions. Celle dont vous avez utilisé, là, l'expérience de ma vie. C'est mon expérience du vécu, ce que je ressens dans mon corps, là, tout d'un coup, maintenant, avec vous. Ça, c'est plutôt du côté de l'expérience. Il y a la notion d'expertise. On reviendra là-dessus. Donc là, un expert, qu'est-ce que c'est? C'est quelqu'un qui a une connaissance, qui a des savoirs, qui a des compétences, à qui on se réfère lorsqu'on a besoin d'un problème et on veut résoudre un problème. Et puis l'autre domaine encore, c'est l'expérimental. On parlait de Pasteur tout à l'heure, mais là, c'est Claude Bernard. C'est la recherche expérimentale. On pose une hypothèse, on fait des expériences, on prouve des choses. Donc là, on voit bien que l'expérience, c'est pareil. Ça peut nous emmener dans la réflexion sur des domaines différents qui ne se croisent pas forcément. Donc ça, c'est pour vous donner un peu le contexte, en fait, que lorsque l'on dit et on utilise... Yes, merci. Lorsque l'on dit et on utilise... pas forcément la main, ça ne marche pas, mais... Le mot savoir expérientiel, eh bien, c'est confus, flou, et ça amène à des malentendus. Et ben c'est embêtant parce que ça va amener des malentendus entre les personnes concernées par la maladie, par des troubles, par des symptômes, et puis avec les personnes qui vont les accompagner, parce que chacun d'entre nous, et d'un côté comme de l'autre, de la barrière, où on va avoir ces notions-là, donc de difficultés. Alors là, j'ai une définition. Ah, merci, on me fait. Ouais. Et, en fait, si on revient en santé, il faut voir que ces notions de savoir expérientiel ont été mobilisées depuis de la fin des années 70, notamment par Madame Borkman, qui a regardé ce que c'était ce savoir expérientiel dans les groupes d'autosupport. Avec les alcooliques anonymes, mais aussi pas que dans la maladie. Il y a aussi les personnes qui voulaient perdre du poids avec les Weight Watchers, les mamans, etc. Donc c'était les groupes d'autosupport. Elle a regardé un peu ça un peu partout, pas simplement aux États-Unis ou dans un contexte anglo-saxon, mais aussi en Suède, en Europe, etc. Et en fait, ce qu'elle a donné comme définition, c'est de mémoire, mais c'est des savoirs qui viennent de ce vécu, de cet immédiat, dans notre pensée, dans notre corporel, et non pas d'une source extérieure ou d'une information descendante. Ça ne vient pas de la Cité de la Santé, par exemple, ou d'un bouquin, ou des encyclopédies, ou d'Internet. C'est bien des choses qu'on a ressenties. L'idée, c'est qu'il y aurait quelque chose qu'on aurait ressenti. Et on l'a ressenti à tel point qu'on pense que c'est une vérité. On ne peut pas l'opposer. On ne peut pas dire « ouais, mais ce que tu dis là, c'est pas vrai », puisqu'on l'a vécu. Et donc, ça fait de ce savoir, de ce ressenti, quelque chose qui est de l'ordre du savoir. Et c'est aussi pour ça qu'on parle de savoir expérientiel. C'est plus simplement une petite connaissance qu'on ne pourrait pas partager. C'est vrai. Ce que je suis en train de vivre là, avec cette difficulté technique, là, c'est pas agréable. Il n'y a que moi qui le vis, et c'est une vérité personnelle aujourd'hui. Le truc, c'est que personne pourra à un moment m'opposer ça en me disant « mais c'est pas vrai, Emmanuel, ça s'est pas passé comme ça ». Ben si, ça s'est passé comme ça se passe parce que c'est moi qui le ressens. Et c'est ça, en fait, cette notion-là de vérité singulière du sujet. Et donc, c'est vrai, ça s'oppose à des savoirs cumulés de la science, cumulables, que l'on retrouve en médecine. Les savoirs de la médecine aujourd'hui sont sur des savoirs cumulatifs avec des expériences, ce qu'on appelle l'évidence-based médecine, la médecine basée sur les preuves, etc. Donc, on voit bien qu'en fait, il y a quelque chose qui s'oppose et qui n'a pas l'air de pouvoir parler et de se parler ensemble. Il faut faire quelque chose. Ouais. Ah, voilà. Il y a une autre chose que je voulais vous dire, et dans la confusion, ce sera une présentation confuse, mais non, je vais passer parce que c'est trop compliqué. Donc voilà, ce que dit Madame Borkman, le savoir expérientiel, c'est comme une vérité issue d'un phénomène vécu, plutôt qu'une vérité venue de la raison discursive, de l'observation, de la réflexion ou de l'information fournie par d'autres. Donc c'est bien quelque chose qu'on va, alors je vais vous passer ça, qu'on va vivre soi-même. Et ce qui est important là-dedans, c'est que vous vraiment, qu'est-ce qui fait qu'on passe en fait d'un éprouvé
dans notre corps ou d'une émotion ou dans notre tête à un savoir expérientiel, c'est qu'il y a des mécanismes de construction de ce savoir expérientiel, d'apprentissage expérientiel. Il est nécessaire de faire un pas de côté pour savoir que ce que je suis en train de faire là, je vais en tirer des enseignements. Ce que je suis en train de vivre là, dans cette émotion, dans cette parole, etc., il me faudra à un moment dans ma tête, dans le temps, prendre un pas de côté, revenir, y réfléchir. On a tous des capacités, ce qu'on appelle de méta-réflexion, qui nous permettent d'y réfléchir à nouveau, et là, de pouvoir y apprendre des choses. Et c'est ça qui est important. Ce n'est pas simplement l'idée de dire savoir expérientiel, c'est comment on y arrive, comment ça se construit. Et il y a plusieurs façons de construire son savoir. Alors, par exemple, on va faire une enquête individuelle. Si on est sur du côté de la santé mentale, des troubles psychiques, je vais mener ma propre enquête sur les effets d'un antidépresseur, d'un antipsychotique, sur mon sommeil, sur ma fatigue, qu'est-ce que ça me fait, etc. Et comment je me sens. Là, on n'a besoin de personne ni que soi-même pour faire ces petites enquêtes. Et puis, il y a un monsieur là tout à l'heure qui disait on met une case à droite, à gauche pour savoir les effets positifs, négatifs. Tout ça, on fait ça tout seul. On fait dans ça avec soi. Ça, c'est une des méthodes. L'autre méthode, l'autre façon de pouvoir construire ces savoirs expérientiels, c'est l'enquête collective. Donc là, on va partager son expérience, par exemple, de sa récente hospitalisation, de ce qui a marché, ce qui a fait du bien, ce qu'on a remis en cause ensemble. Et on va réactualiser son expérience avec les autres. Le fait d'en parler, ça va réactualiser. Le fait que vous ayez parlé avec votre voisin, là, que vous ayez entendu ça, eh ben ça vous a permis une nouvelle fois d'en parler. Et vous n'avez pas parlé de la même façon qu'il y a 2 semaines ou il y a 1 an, de ce vécu que vous avez vécu il y a quelques années. Et ça, en fait, on le connaît par cœur en santé mentale, puisque ce sont les groupes d'autosupport, c'est les réseaux d'entendeurs de voix, c'est les alcooliques anonymes, narcotiques anonymes, les groupes sur la dépression, etc. C'est comment nous, on va entre pairs, entre personnes qui ont vécu cette expérience, on partage, et dans ce partage, on crée du savoir, et un savoir qui a une valeur collective et singulière. Et puis, alors ça, c'est dans la science aujourd'hui, c'est une voie un peu plus récente qui est de dire la connaissance, c'est pas juste dans notre tête et dans tout ce qui est cognitif, dans la pensée, c'est aussi dans le corps. Le corps, on peut apprendre à partir du corps. Le corps peut nous apprendre des choses et on peut réfléchir, on peut changer de pensée dans l'expérience corporelle et somatique. Et donc là, ce serait par exemple, j'éprouve des sensations lorsque j'entends des voix, là ou à d'autres moments, mon corps sécrète des hormones, mon cœur bat différemment, je transpire, j'ai froid, etc. Toutes ces manifestations corporelles, en fait, c'est de la connaissance. C'est de la connaissance qu'on va transformer en y réfléchissant en savoir expérientiel. Donc voilà un peu le contexte en fait, de cette notion, de ce contexte de définition. Ce que je voulais vous dire, qui est passé dans des slides, c'est que souvent aujourd'hui, en ce moment, en santé, il n'y a rien d'évident. On y arrive à la valorisation des vécus et de l'expérience, mais ce n'est pas si facile que ça. Et souvent, dans le champ de la santé mentale, de la psychiatrie, de la psychologie, on entend des professionnels qui disent « mais moi, je fais ça. Je travaille à partir du savoir expérientiel des personnes, ça fait des années, etc. » Alors, en fait, ce n'est pas tout à fait vrai, à mon sens. Ils travaillent à partir de l'expérience, pas à partir du savoir de l'expérience. Et pourquoi ? Parce qu'en fait, alors ça, par exemple, toutes les notions, la psychanalyse, on pourrait dire la psychanalyse, on travaille à partir de l'expérience. La psychothérapie institutionnelle, les gestions expérientielles des addictions, etc. On voit bien qu'on va chercher l'expérience de la personne. Il y a des tas de gens qui sont ici concernés ou des travailleurs. Vous posez des questions aux personnes. Vous allez chercher leur expérience. Mais ce sont les professionnels qui posent la question. Et Foucault dit, c'est la personne qui pose la question qui a le pouvoir. Et dans l'idée de la construction du savoir expérientiel, c'est la personne concernée elle-même qui va poser la question et qui va se raconter à la première personne. Et c'est ce qu'on va voir toute la journée. Mais c'est bien une différence importante parce qu'on va enlever la dissymétrie qu'il peut y avoir de face à un professionnel qui pose la question parce qu'il a besoin d'informations selon son paradigme à lui, qu'il soit psychiatre, psychologue, travailleur social, etc. Mais ce n'est pas forcément les référentiels de la personne. Et c'est ça, en fait, l'idée de on construit son récit et à partir de son expérience. Donc, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que
il y a une valorisation, une généralisation des savoirs, de l'expérience et du vécu dans le système de santé et puis également en santé mentale. Alors, je vous ai donné un peu des domaines. Dans le système de soins et de santé, aujourd'hui, on en a parlé, il y a l'expérience des médiateurs santé-pairs, il y a les innovations des pairs aidants un peu partout en France, hein, les praticiens pairs dans les services, dans les programmes, un chez soi d'abord, etc. Donc là, c'est l'idée, en fait, la personne, elle va être accompagnée à partir de son expérience dans les équipes. Il y a aussi dans les systèmes institutionnels de formation, donc les universités, aujourd'hui, sollicitent des personnes qui ont une expérience de vécu avec des troubles psychiques pour venir former les futurs professionnels, les futurs psychiatres, les futurs infirmiers, les futurs travailleurs sociaux. Ça commence, ce n'est plus embryonnaire, ça commence à se généraliser. Dans le système de la recherche aussi, donc on appelle la recherche usagère. On est un peu en retard en France, parce qu'en 1995, en Angleterre, il y a eu la création de SURE, Service Users Research Enterprise. Donc c'était un service sur la recherche usagère dirigé par une personne chercheur, mais qui vit avec des troubles psychiques. On peut vraiment faire mieux et on s'y attache. Et puis, dans les systèmes sociaux et de représentation, alors là, c'est tous les collectifs, l'idée de la psychiatrie citoyenne. En France, c'est le collectif Contraste qui travaille à partir des droits, etc. La conférence Cap Droit, les représentants dans la démocratie sanitaire, etc. Donc, on voit, quand on est représentant des usagers, on parle soit de son expérience, à partir de son expérience et de son savoir expérientiel, soit de celui de son proche. On est dans ces paradigmes-là. Et puis, on a des pratiques sociales alternatives, évidemment, tout ce qui se passe sur Internet et le réseau Internet. Et ce qui est sûr, c'est que toute la montée aujourd'hui de la e-santé et des échanges informels et formels et des plateformes sur Internet favorise largement, et ont favorisé depuis une quinzaine d'années, l'émergence de cette valorisation et peut-être aujourd'hui de cette généralisation des savoirs expérientiels. Alors, il y a des études aujourd'hui. Il y a l'idée... savoir que ça apporte des choses au système à plein de niveaux, c'est plus une question. On le sait. Il y a de nombreuses recherches qui montrent que ça a des effets, que ça améliore des choses. Par exemple, dans le système de soins en général, ça améliore la personnalisation des soins, la sécurité, l'efficacité, l'efficience, l'équité, le respect des délais. L'intégration des personnes et de la coopération à partir des systèmes des savoirs expérientiels en santé mentale, les recherches donnent aujourd'hui qu'au niveau des dispositifs, ça renforce la confiance en soi et l'espoir en une vie meilleure, ça améliore l'utilisation des traitements, ça crée de la connaissance scientifique nouvelle et performative qui va être utilisée tout de suite par la personne et par les systèmes. Ça permet de développer un partenariat fait de réciprocité, ça c'est un mot essentiel dans cette journée et dans cette connaissance-là, d'empathie et de proximité. Puis au niveau de la personne, on voit que ça a des effets sur le fait d'aller mieux, la personne va plus faire confiance à son expérience, à sa pensée. La spécificité en santé mentale, c'est que les personnes ne croient plus que leur pensée est valide et fiable. Et là, on leur dit, ah bah si, ton expérience et ton savoir est fiable. On y croit, on fait confiance à ça. Et puis, les personnes trouvent une place par effet de lutte contre la discrimination, la stigmatisation, et il y a une valorisation de la diversité. Il faut me dire combien de temps il me reste. Un quart d'heure. Ça va. Donc, alors, il y a des obstacles. J'ai commencé à vous en donner quelques-uns. Des pratiques d'accompagnement qui ont recours à l'expérience, et il y a un mélange parce qu'on se dit, c'est déjà ce que je fais, mais en fait, ce n'est pas complètement vrai. On a plus recours à l'expérience qu'au savoir d'expérience. Et puis, il y a des choses aussi donc c'est ce que j'ai dit là. Et puis, évidemment, aussi le deuxième point que j'ai cité, c'est-à-dire que si on reprend les représentations sociales de la folie dans la société et dans tous les étages de la société, le premier mot qui vient spontanément dans la société, c'est dangerosité, puis inaptitude, puis incompétence, incapacité. C'est ce qu'on pense majoritairement dans nos têtes, dans une société, au sujet des personnes qui ont des troubles psychiques. Donc ça c'est très difficile de travailler
contre ça, à démonter ça, à déconstruire ces représentations sociales. Elles sont très, très ancrées dans nos têtes, tous ensemble. Et l'on sait aujourd'hui, par exemple, que ça ne sert à rien d'avoir des grandes campagnes de communication sur la dépression, à la télé, etc. Ça a quelques effets, mais qui ne durent pas dans le temps. Et d'un autre côté, on sait que, par exemple, des journées comme aujourd'hui, c'est-à-dire un travail ensemble, se parler, être dans la proximité, a des effets sur le long terme, sur l'idée, sur la lutte contre la stigmatisation et l'importance de la valorisation des savoirs d'expérience. Donc, alors, en santé en général, il y a d'autres obstacles. Ça ne concerne pas simplement la santé mentale. En fait, on va avoir une tension, et on l'a déjà vu, très importante entre les savoirs médicaux, qui sont des savoirs reconnus, cumulatifs, critiqués, mondiaux. Ça, je parle de la médecine. Les médecins travaillent à partir de connaissances mondiales, diffusées, partagées, sur lesquelles ils ont foi. C'est leur méthode, c'est leur façon de penser. Et puis de l'autre côté, on va avoir, moi, Emmanuel, avec mon expérience de la maladie, moi, je vis ça. Alors le médecin, il dit, ben, ça va pas, c'est pas dans les études, ça rentre pas. Donc c'est cette tension-là qu'on a et contre laquelle il faut absolument, enfin, il faut trouver des moyens de lever cette tension et de travailler en coopération. Et puis, il y a l'idée aussi de ce qu'on appelle les savoirs impurs, car issus de cadres autres. Je reprends l'expression impure de Steve Epstein, qui a écrit à propos de l'émergence de la lutte contre le sida dans les années 90, Impure Science. À ce moment-là, dans les années 90, les activistes, les personnes touchées, ont complètement investi le système de la santé et des soins pour dire aux personnes, aux médecins, on va vous aider. Bon, il n'y a pas de solution, c'est insupportable ce qu'on vit, vous n'avez aucune solution, on va travailler ensemble. Et Epstein disait qu'il y avait comme une sorte d'impureté. Tout d'un coup, les médecins, les chercheurs, les soignants étaient obligés, parce qu'ils n'avaient plus de solution, ils étaient démunis totalement, d'aller chercher dans d'autres cadres celui du patient. Et à ce moment-là, en fait, on en était beaucoup moins avancé sur la reconnaissance des savoirs expérientiels. Ils ont été obligés de coopérer, mais il y a bien toujours cette notion un peu d'impureté quelque part qui reste et qui est importante à prendre en compte si on veut changer dans la tête des personnes. Et puis de l'autre côté aussi, les personnes concernées, parfois, on a du mal à accepter la connaissance ou le savoir des professionnels ou des personnes qui sont en situation d'expertise. En fait, ça peut être quand même assez partagé. Bon, et elle est plus marquée du côté le premier cas que je vous ai cité, mais tout de même. Et puis l'autre chose en termes d'obstacles au système de santé, c'est qu'on n'est pas aujourd'hui dans un système social en matière de santé qui est très favorable à la coopération. On est du côté de la culture du risque, de la sécurité, du moindre coût financier et du repli sur soi. C'est assez général. Il y a des choses qui bougent, mais on est quand même là-dessus. Donc c'est compliqué de parler de coopération d'un nouvel acteur avec de nouveaux savoirs et de les prendre en compte quand on est soi-même complètement submergé par plein d'obstacles intérieurs à notre fonctionnement. Mais il y a des solutions et ça avance. On a des recommandations un peu partout au niveau mondial, dans les régions et dans les pays, régions mondiales, hein, c'est les continents en gros, et les pays. On a ces recommandations dans les soins, dans la gouvernance, dans la formation et dans la recherche de comment intégrer des personnes concernées par la maladie aux soins, à la formation, à la recherche et à la gouvernance. Il y a des recommandations partout et je vous conseille vivement d'aller les chercher et de les montrer, travailler à partir de ça. Il y a des guides partout de comment on travaille avec des personnes dans nos systèmes de soins, dans notre système de santé mentale, dans la recherche, dans la formation. Pareil, c'est comme ce que je disais tout à l'heure. Les résultats, les recherches, on les a, ça y est. Et les guides, on les a. Il n'y a plus qu'à faire. Alors, et je vais finir avec ça, je crois, parce qu'après, je remets du doute, alors je ne vais pas faire ça. Aujourd'hui, à partir des années 2000, en fait, la situation, elle était, il y a un fait social, ça s'impose à tous. L'idée qu'il y a sa reconnaissance et la construction des savoirs expérientiels des malades, c'est là.
ça fonctionne, la médecine est en train de changer à partir de ça. Et ça, c'est très, très documenté à ce moment-là. Aujourd'hui, on est en santé mentale et en santé, mais surtout en santé mentale, dans la constitution de modèles d'ingénierie, que ce soit dans la formation, dans l'accompagnement, dans la recherche. On est au stade encore des programmes quasi expérimentaux. Ça commence à se généraliser, mais on est encore dans l'expérimental. Donc, on voit bien que qualitativement, c'est bon, il y a des choses qui avancent, mais quantitativement, il y a encore des choses à faire. Et alors, le titre de cette présentation parlait de croisement des savoirs. Et c'était juste pour finir en boutade pour vous dire que ne vous croisez pas trop longtemps avant de vous rencontrer réellement. Je vous remercie.